Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez toujours l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un second et dernier mandat. Il a dû conclure un accord de gouvernement avec les partis d'opposition. La première ministre de la République démocratique du Congo a présenté sa politique générale à l'Assemblée nationale et qu'il a validée. Elle a mis l'accent sur la sécurité et l'emploi. Au Rwanda, la commission électorale a rendu publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. L'opposition dénonce un scrutin dont le résultat est connu d'avance et parle d'injustice. Bienvenue encore. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu vendredi par les députés pour un second mandat après que son parti a conclu un accord de gouvernement de coalition avec le principal parti d'opposition quelques heures seulement avant le vote. Cyril Ramaphosa, le leader du Congrès national africain, a remporté une victoire convaincante au Parlement contre un candidat surprise, Julius Malema, du parti d'extrême gauche des combattants pour la liberté économique. Et Cyril Ramaphosa a obtenu 283 voix contre 44 pour Malema sur une chambre de 400 députés. Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans, a obtenu son deuxième mandat avec l'aide des parlementaires du deuxième plus grand parti du pays, l'Alliance démocratique, et de certains petits partis. Ils l'ont soutenu lors du vote et lui ont permis de franchir la ligne d'arrivée après la perte par l'ANC de sa majorité de longue date lors d'élections historiques, il y a 2 semaines, qui l'ont réduit à 159 députés au Parlement. Lors d'une pause dans ce qui s'est avéré être une session parlementaire marathon, le Congrès national africain, l'ANC, a signé un accord de dernière minute avec l'Alliance démocratique, garantissant ainsi que Cyril Ramaphosa reste à la présidence de la République sud-africaine. Les partis vont désormais gouverner l'Afrique du Sud au sein de sa première coalition nationale. Aucun parti n'a obtenu la majorité. Cyril Ramaphosa a qualifié l'accord de nouvelle naissance, une nouvelle ère pour notre pays et a déclaré qu'il était temps pour les partis de surmonter leurs différences et travailler ensemble. Cyril Ramaphosa s'est dit humble et donc prêt à travailler pour tous les Sud-Africains et appeler les partis politiques à surmonter leurs divergences. I am humbled and honored that you, as members of the National Assembly, have, through your votes tonight, decided to elect me to be the President of the Republic of South Africa. Thank you very much. It is with pleasure that I accept. It will once again be a privilege and a pleasure to serve this great nation in the position of President. I accept this as a big responsibility, and I wish to thank all leaders for your congratulatory messages delivered here at this podium. Your messages are a clear clarion call for working together. Your messages constitute what I see as a well of encouragement, of good advice, and of wisdom.
Madam Speaker, I want to thank the members of this august House who have voted for me, who through their vote have invested and placed their trust in me. I intend to work with all members and indeed to work together with even those who did not vote for me or who did not find their way clear to vote for me. And this is their democratic right. We are all South Africans, and I will serve all and work with even those who did not support me tonight. Au Tchad, près de 3 semaines après sa nomination, le Premier ministre Alamaye Alina a obtenu la confiance du Conseil national de transition ce jeudi 13 juin sur 203 membres du Conseil national de transition. 165 des 172 présents lui ont apporté leur soutien. Auparavant, Alamaye Alina avait prononcé son discours de politique générale. 12 chantiers sont issus du programme électoral du président Mahamat Idriss Déby à la dernière présidentielle. Il a surtout promis que cette fois-ci, le pouvoir tchadien passerait le cap des promesses pour obtenir des réalisations. Écoutez le Premier ministre justement qui parle des 12 chantiers qui sont devant lui. La présente déclaration de politique générale est conçue sur la base du projet de société ayant permis l'élection du président de la République, chef de l'État. Elle est construite autour de 12 chantiers suivant repartis en plusieurs actions. Renforcer la paix, la réconciliation nationale et la sécurité. Reformer l'État et bâtir une République forte et juste. Promouvoir un État solidaire pour tous. Refonder le système éducatif et bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse et les sports. Promouvoir les droits de la femme et son rôle dans la société. Développer une économie résiliente et diversifiée. Rendre l'eau et l'énergie accessibles à tous. Construire les infrastructures du désenclavement. Industrialiser notre agriculture et notre élevage. Poursuivre la modernisation de notre système de santé. Renforcer le rayonnement du Tchad à l'étranger et faire de la diaspora un véritable levier de développement. Promouvoir les merveilles culturelles et touristiques du Tchad. Mon gouvernement s'attellera à, premièrement, promouvoir l'amour et la défense de la patrie, la tolérance et le respect de la diversité. La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien. Le Premier ministre, justement, a détaillé doubler le kilométrage de routes bitumées, viser l'indépendance énergétique à l'horizon 2034, ouvrir une seconde raffinerie, des ports secs et des zones franches industrielles et portuaires du Tchad et hub logistique en Afrique centrale. Le chef du gouvernement tchadien a égratigné toutes les promesses. Mais cette fois-ci, Alamaye Alina l'assure, la gouvernance va changer. Le quinquennat du président de la République n'est pas un quinquennat de promesses, mais de réalisation et de développement. Nous allons accroître le suivi et faire respecter le principe de redevabilité et l'obligation de résultat, a promis le Premier ministre tchadien. Alamaye Alina a insisté sur le développement de la coopération sécuritaire avec les pays voisins et sur la consolidation des relations avec les partenaires historiques du Tchad. Il a fait une annonce concrète sur une préoccupation immédiate des Tchadiens. Le prix de l'essence va baisser. Le prix du gazole sera réduit de 828 à 800 francs et celui du super de 730 à 700 francs dès lundi, a-t-il ajouté. Cerise sur le gâteau, le Premier ministre tchadien estime que le Tchad doit être capable
d'organiser la Coupe africaine des nations de football à l'horizon 2034. Sur le même chapitre, près de 6 mois après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est prêt à se mettre au travail après son investiture mercredi 12 juin par l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté par 397 voix sur 405 votants les orientations de leur Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, nommé le 1er avril. La Première ministre a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement, ambitionnant de créer 6,400 millions d'emplois d'ici 2028. Le deuxième pilier de l'action gouvernementale est la sécurité. En plus de l'armée, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police. Écoutez donc la Première ministre congolaise. J'ai noté que la plupart d'entre vous, honorables députés, avez souhaité ériger la question de la sécurité en premier pilier du programme du gouvernement. Soyez assurés, honorables, que votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour que la sécurité soit rétablie et maintenue sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne les questions de sécurité, la loi de programmation militaire que votre auguste Assemblée a eu adoptée comporte les différentes informations pour la montée en puissance de l'armée. Par exemple, la force terrestre est passée à 40 000 hommes et la force aérienne est passée de 2 avions à 8 actuellement. Un travail est donc en train d'être fait sur le terrain et nous devons continuer à soutenir nos militaires et forces de défense. Le travail en cours pour la police nationale congolaise permettra de renforcer les capacités de réaction de la police. Ne perdons pas de vue que la plus grande tâche qui nous attend est celle de bâtir une nouvelle économie plus diversifiée, plus créatrice d'emplois. Le million et un plus de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi doivent trouver des emplois. Nous devons arrêter d'accumuler des déficits d'emploi qui fragilisent les tissus sociaux de notre pays. Judith Suminwa a déclaré que les efforts de son gouvernement seront orientés vers le financement et l'opérationnalisation des actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police. Cela inclut la construction d'une académie de haut niveau pour la police, la formation de nouveaux policiers et leur répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Dans son programme, Madame Suminwa a mis un accent particulier également sur la justice, le transport et bien d'autres projets. Dans le secteur de la justice, par exemple, la mesure phare de son gouvernement sera d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des cours de justice et de tribunaux. Le gouvernement s'engage également notamment à réhabiliter et à entretenir 10 000 km de routes et de dessertes agricoles par an. Après la présentation de ce programme gouvernemental, un débat a ensuite eu lieu, suivi dans la nuit du vote des députés qui ont approuvé donc ce programme vers 2 heures du matin par 397 voix sur 405 votants et 8 abstentions, selon les résultats annoncés à l'antenne de la télévision nationale et qui a retransmis en direct l'ensemble de la séance plénière. Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré mercredi que les réformes économiques se poursuivraient malgré les difficultés croissantes qui ont alimenté la colère du public et a promis de soumettre bientôt au Parlement un projet de loi exécutive fixant un nouveau salaire minimum. Bola Tinubu, arrivé au pouvoir il y a un an, a supprimé une subvention pétrolière vieille de plusieurs décennies qui maintenait les prix artificiellement bas et dévaluait la monnaie, faisant grimper l'inflation à 33,69% en avril, son plus haut niveau depuis près de 3 décennies en érodant les revenus.
Dans une émission télévisée marquant la journée de la démocratie, Bola Tinubu a reconnu les difficultés causées par les réformes qui comprennent également des taux d'intérêt plus élevés et la suppression partielle de subventions à l'électricité, mais il a déclaré que cela créerait une base plus solide pour la croissance future. Notre économie a désespérément besoin d'être réformée depuis des décennies. Elle est déséquilibrée parce qu'elle repose sur la base erronée d'une dépendance excessive à l'égard des revenus provenant de l'exploitation du pétrole, a déclaré le président nigérian. Alors que nous continuons à réformer l'économie, j'écouterai toujours le peuple et je ne vous tournerai jamais le dos, a insisté Bola Tinubu. Le Nigeria est aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis des décennies et des syndicats ont suspendu la semaine dernière une grève destinée à faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte un nouveau salaire minimum mensuel. Nous enverrons bientôt un projet de loi exécutive à l'Assemblée nationale pour consacrer ce qui a été convenu dans le cadre de notre loi pour les 5 prochaines années, les 5 prochaines années ou mois, a déclaré Bola Tinubu. Il n'a pas précisé si le projet de loi contiendrait la proposition gouvernementale sur le salaire minimum ou un nouveau chiffre. Les dirigeants syndicaux ont déclaré qu'ils attendraient une réponse du tribunal de Tinubu, avant de décider des prochaines étapes pour ce qui est de leur mouvement de grève. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé jeudi la fin du siège d'Al-Fashir, une ville de 1,8 million d'habitants dans la région soudanaise du nord du Darfour, par les forces paramilitaires de soutien rapide, les FSR, et la fin immédiate des combats dans la région. Le Conseil a adopté une résolution rédigée par les Britanniques qui appelle également au retrait de tous les combattants qui menacent la sûreté et la sécurité des civils à Al-Fashir, la dernière grande ville de la vaste région du Darfour occidental, qui ne soit pas sous le contrôle des forces de soutien rapide. Une attaque contre la ville serait catastrophique, a déclaré l'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward, au Conseil. Le Conseil a envoyé aujourd'hui un signal fort aux parties au conflit. Ce conflit brutal et injuste doit prendre fin, a-t-elle déclaré. Le projet de résolution britannique a reçu 14 voix pour, tandis que la Russie s'est abstenue. L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré qu'il s'agissait des moments précaires. Des habitants d'Al-Fashir sont pris au piège. Ils sont encerclés par les forces de soutien rapide et lourdement armées. La nourriture, l'eau, des médicaments et d'autres produits essentiels s'assèchent, a-t-elle déclaré. La famine s'installe et la menace de nouvelles violences, et notamment des massacres à grande échelle, se profilent. Le principal hôpital d'Al-Fashir a été attaqué par les forces de soutien rapide et mis hors service, a indiqué dimanche Médecins sans frontières. Quelques 130 000 habitants ont fui la ville en raison des combats d'avril à mai, a déclaré l'ONU, mais partir est aussi dangereux car ceux qui fuient ont été attaqués sur la principale route contrôlée par les forces de soutien rapide. Le Conseil de sécurité a appelé les parties belligérantes à autoriser les civils à se déplacer vers les zones plus sûres à l'intérieur et à l'extérieur d'Al-Fashir. Un rapport du 5 juin, Open New York Tab, du laboratoire de recherche humanitaire d'Oyal, révèle qu'une quarantaine d'implantations en dehors de la ville ont été rasées par des incendies criminels depuis fin mars. Le Conseil de sécurité a exhorté les pays à s'abstenir de toute ingérence extérieure qui cherche à fomenter un conflit et l'instabilité et rappelle à toutes les parties au conflit et aux États membres
qui facilite les transferts d'armes et de matériel militaire vers le Darfour, leurs obligations de respecter les accords d'armement. Les observateurs des sanctions des Nations Unies ont qualifié de crédibles les accusations selon lesquelles les Émirats arabes unis auraient fourni un soutien militaire aux forces de soutien rapide, à ce que, bien entendu, les Émirats arabes unis continuent de nier. Le gouvernement du Malawi a annoncé mercredi que le vice-président Saulos Chilima aurait droit à des funérailles nationales après sa mort dans un accident d'avion avec 8 autres personnes. Le président Lazarus Chakwera avait déjà annoncé mardi 21 jours de deuil national lorsque l'épave du petit avion militaire transportant Chilima et une ancienne première dame a été découverte dans une zone montagneuse du nord du pays. Les drapeaux flotteront en berne dans tout le pays pendant la période de deuil. Lazarus Chakwera a nommé un comité ministériel pour superviser les préparatifs des funérailles nationales et de Chilima, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Aucune date n'a été toutefois annoncée. Lazarus Chakwera avait précédemment déclaré qu'il y avait 10 personnes à bord de l'avion, mais le gouvernement affirme désormais qu'il y en avait 9 au total à bord lorsque l'appareil s'est écrasé. Tout le monde a été tué sur le coup lorsque l'avion à double hélice s'est écrasé dans une zone vallonnée et boisée par mauvais temps, a déclaré le président. Parmi les victimes figurait l'ancienne première dame Chanili Zimbiri, épouse de l'ancien président du Malawi, Bakili Muluzi. 6 passagers et 3 membres de l'équipage militaire ont été également tués. L'avion transportait Chilima et des membres de son équipe sur un vol court depuis la capitale Lilongwe vers la ville de Muzuzu, dans le nord du pays, pour assister aux funérailles d'un ancien ministre du gouvernement lorsqu'il a disparu lundi matin. Le président a déclaré que les contrôleurs aériens avaient dit à l'avion de ne pas atterrir à Muzuzu en raison du mauvais temps et de la mauvaise visibilité et de retourner à Lilongwe. Les contrôleurs aériens ont alors perdu le contact de l'avion et celui-ci a disparu des radars. Des centaines de soldats, policiers et gardes forestiers ont fouillé le lieu pendant plus de 24 heures avant que l'épave ne soit découverte dans une plantation forestière au sud de Muzuzu. Les restes des victimes ont été ramenés à Lilongwe à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air zambienne mardi soir, lorsque des responsables et du personnel en deuil, dont Chakwera et l'épouse de Chilima, Mary, se sont rassemblés dans un aéroport. La Cour d'État du Niger a levé l'immunité du président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, près d'un an après le coup d'État militaire qu'il a écarté du pouvoir, a déclaré vendredi son avocat. Cela ouvre la porte à des poursuites judiciaires pour haute trahison. Cette décision ouvre donc la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président accusé de haute trahison, de complot contre la sûreté de l'État et de l'apologie du terrorisme. Mohamed Bazoum et sa famille sont assignés à résidence depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Les autorités putschistes ont déclaré qu'elles prévoyaient de le poursuivre pour haute trahison et pour atteinte à la sécurité nationale et ont engagé cette année une procédure judiciaire pour lever l'immunité devant la Cour d'État nouvellement créée, qui est devenue la haute autorité judiciaire du pays. La procédure devant la Cour d'État a été entachée de graves irrégularités, notamment des violations des droits de Mohamed Bazoum de présenter des preuves pour sa défense, de communiquer avec son avocat et d'être entendu devant un tribunal indépendant,
Selon Human Rights Watch, une organisation de défense des droits de l'homme basée aux États-Unis. L'avocat de Mohamed Bazoum, Brody, a critiqué cette décision, la qualifiant de parodie de l'état de droit au Niger. Nous n'avons même jamais pu parler à notre client, a déclaré Brody, et c'est une parodie de justice. Les avocats de Mohamed Bazoum n'ont pas pu communiquer avec lui depuis octobre dernier et ont eu un accès restreint aux pièces du dossier selon Human Rights Watch. À la fin de l'année dernière, le plus haut tribunal de la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine, a situé que Mohamed Bazoum et sa famille avaient été arbitrairement détenus et a demandé qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Ce qui, évidemment, est loin d'être le cas puisque les autorités militaires contrôlent la situation. Au Rwanda, la commission électorale a rendu publique vendredi la liste définitive des candidats autorisés à concourir à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. Il s'agit du président sortant Paul Kagame, présenté par le parti au pouvoir, le FPR, le Front patriotique rwandais. Il s'agit également de Frank Habineza, candidat du Parti des Verts, et du candidat indépendant nommé Philippe Maïmana. Une liste finale est fortement contestée par les candidats refoulés, à l'instar de Diane Guigara, qui a dénoncé au micro de TV5 Monde ce qu'elle qualifie d'injustice. Ma candidature a été refusée injustement. Je suis donc très déçue d'apprendre que je ne suis pas sur la liste des candidats présidentiels. Ce qu'on constate, c'est que, comme en 2017, c'est les mêmes personnes qui ont le droit de faire campagne. Et les autres, comme moi, se voient refuser leurs droits politiques. Je pense que l'objectif, c'est de me faire taire parce que je dis les choses comme elles sont. Je ne me soumets pas au statu quo. Je crains pour ma sécurité, bien sûr, et celle de mes proches. Mais je fais aussi confiance en Dieu. Je n'ai jamais considéré aller vivre ailleurs. Mais de toute façon, même si je voulais quitter, je n'ai pas le droit de quitter le pays parce que je n'ai pas de passeport. En fait, ils ont refusé de renouveler mon passeport. Donc, je n'ai pas le droit de voyager. Et ça fait combien de temps? Depuis que je suis sortie de prison, je n'ai pas pu aller voir ma sœur. Je fais ce que je fais parce que j'obéis à ma conscience, j'obéis à ce que j'ai dans le cœur. Je ne pense pas que ce qu'on fait, ce que je fais, ce que je dis, je ne dis rien de mal, je ne fais rien de mal. Je m'exprime juste. Ça ne devrait pas être un crime. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche, 16 juin. Je vous rappelle brièvement les titres que nous avons développés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un second et dernier mandat. Il a dû conclure un accord de coalition avec certains partis d'opposition. La première ministre de la République démocratique du Congo a présenté sa politique générale à l'Assemblée nationale, qu'il a avalisée. Elle met l'accent sur la sécurité et l'emploi. Au Rwanda, enfin, la commission électorale a rendu publique la liste des candidats à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. L'opposition dénonce un scrutin dont les résultats sont connus d'avance et parle d'injustice. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous
dimanche prochain, ce sera le 23 juin 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Au revoir.